Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie. Je suis Jean-Brice Tivan et aujourd'hui je vais encore vous parler du jeûne. J'ai préparé une petite série de 4-5 petits épisodes car vous savez que le jeûne est un sujet qui me passionne depuis plus de 30 ans. J'ai choisi de vous en parler aujourd'hui pour vous amener encore de nouvelles connaissances et surtout parce que de nouvelles données scientifiques ne cessent d'être livrées au monde. Dernièrement, il y a eu de nombreux films, en particulier sur Arte, qui ont popularisé un petit peu mieux les connaissances autour du jeûne. Et je voulais revenir sur certains points et en particulier des croyances plus ou moins négatives qui ont encore la dent dure en France. Alors dans cette série de vidéos sur le jeûne, on va répondre à plusieurs interrogations importantes autour bien sûr du jeûne et des processus d'adaptation de la force vitale. D'abord, je vais vous raconter un petit peu mon histoire par rapport au jeûne, mon parcours d'un empirisme et d'une expérience personnelle à des connaissances qui se sont, on va dire, scientifisées, qui se sont construites autour d'une expérience personnelle, mais aussi de connaissances apportées par la science. Et puis, on abordera de nombreuses questions autour en particulier du métabolisme, de la perte de masse musculaire. Est-ce que c'est un outil de santé adapté à tout le monde? Est-ce que le jeûne intermittent est utile ou peut-il être dangereux? Est-ce que le jeûne a-t-il vraiment des effets anti-cancer? Est-ce qu'il a des effets sur les processus de rajeunissement dans le corps? Comment il intervient dans les processus donc de longévité ou lutter contre des maladies dites de sénescence comme Alzheimer par exemple. Et puis, combien de fois on doit jeûner, comment obtenir des résultats significatifs sur le plan de l'amélioration de certains paramètres métaboliques. Quelle est la principale raison aussi pour laquelle on ne jeûne pas facilement encore en France? Alors il y a différentes raisons, mais il y a des raisons personnelles liées à la notion de plaisir de manger et des choses comme ça qui sont des obstacles vraiment à la pratique du jeûne. Pourquoi le jeûne n'est pas utilisé ou du moins scientifiquement étudié pour ses aspects aussi préventifs? Vous savez qu'aussi aujourd'hui les médecins ne l'étudient pas, les futurs médecins, les étudiants à la fac de médecine, le jeûne n'est pas enseigné en tant que technique naturelle de santé. Mais avant de répondre à toutes ces questions, j'aimerais dans ce premier chapitre partager avec vous mon histoire avec le jeûne, une histoire de plus de 30 ans, pourquoi j'ai fait du jeûne, pourquoi j'en suis venu à en faire une technique majeure de santé, alors que dans mon éducation, qui était, vous le savez, très proche, une éducation vers un hygiénisme, plutôt vers le végétarisme, eh bien on ne pratiquait pas le jeûne. Donc j'ai dû attendre mes 25 ans pour véritablement le découvrir. Alors vous allez me dire c'est jeune, mais quand on a baigné dans le vitalisme, l'hygiénisme pendant toute son enfance, eh bien ça a été quand même une petite révolution pour moi. Alors cette année, c'est donc ma 30e année de jeûne. Je fête ça avec ces petites séries de vidéos et ça me fait plaisir donc de partager cet anniversaire-là avec vous. Donc, abordons un petit peu ce qu'est le jeûne dans son évolution, dans son histoire et comment moi, j'en ai fait un outil à partir d'une expérience et on va voir un petit peu comment j'ai évolué face au jeûne. Alors, petite préambule, depuis quelque temps, certains médecins, que je ne citerai pas, qui ont choisi de conquérir un petit peu un nouvel auditoire réceptif aux médecines alternatives, aux modes de vie naturels, eh bien, ont placé le jeûne dans leur discours comme étant une nouvelle technique de santé révolutionnaire étudiée par la science. Alors que, il y a encore 10 ans, 15 ans, ces mêmes médecins vous présentaient le jeûne comme quelque chose à ne surtout pas pratiquer, qui était très dangereux. On devait absolument manger 3 fois par jour, même pas de jeûne intermittent. Et ils vous expliquaient que sauter un repas vous condamnait à une dénutrition avancée, qui était dangereux pour la régulation du poids, etc., etc. On vous parlait même, certains médecins vous disaient même que le jeûne intermittent, un jeûne pas forcément très long, pouvait être très dangereux pour le cœur, car lorsque l'on jeûne, on perd des protéines dans l'organisme, ce qui est tout à fait vrai. Et comme le cœur était fait essentiellement de protéines, eh bien, on risquait un accident cardiaque important. Bien sûr, heureusement, la science est venue amener des informations, mais ces mêmes médecins n'avaient aucune connaissance, aucune formation sur ce qu'est le jeûne. Et on sait que le jeûne a une très longue histoire et que ces médecins, en parlant du jeûne, n'avaient même pas étudié les témoignages, les écrits d'anciens hygiénistes ou médecins même, du début du XXe siècle, voire même d'avant,
qui avaient déjà des longues pratiques du jeûne, une longue expérience du jeûne. Mais depuis que le vent tourne, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, le jeûne devient plus populaire, en particulier grâce à des reportages et des scientifiques qui se sont vraiment intéressés à ce sujet-là. Et ces médecins se sont un peu emparés du sujet et disent totalement l'inverse de ce qu'ils disaient il y a quelques années, du moment que ça leur donne un petit auditoire. Alors, regardons un petit peu maintenant comment le jeûne, au regard des nouvelles données scientifiques, peut être un outil intéressant et surtout comment cela fonctionne en nous réellement quand l'on jeûne. Alors, comprenons dans un premier temps pourquoi nous sommes parfaitement adaptés au jeûne, bien sûr dans certaines limites. Le jeûne fait partie réellement de notre ADN de chasseur-cueilleur. Comment une habitude qui fait partie de processus de survie que nous avons en nous depuis des millénaires, qui nous a permis donc de survivre, de passer des périodes de petite pénurie, comme pour tous les mammifères d'ailleurs, puisse être nuisible ou du moins critiquée aujourd'hui comme une méthode dangereuse. Alors bien sûr, on a dépassé ce stade aujourd'hui, mais il faut encore comprendre et faire face surtout à des petites craintes chez certaines personnes. À l'époque, nos ancêtres ont été obligés de chasser le ventre vide. Il y avait des petites phases de pénurie. Attention, je dis petites parce que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, je ne parle pas pendant les périodes de famine au néolithique, il y a 5000, 7000 ans, je parle de périodes il y a 50 000 ans, il y a 100 000 ans, lorsqu'on était vraiment chasseurs-cueilleurs, les phases de pénurie n'étaient pas très longues. On avait toujours de la chasse qui nous permettait de stocker des bêtes qu'on faisait sécher, qu'on enterrait, que l'on cuisait, etc. Donc on avait quand même des réserves pour une certaine durée et on s'installait souvent autour de lieux où la chasse était plutôt prolifique. Donc on ne restait que quelques jours sans avoir de nourriture, ça pouvait arriver 1 ou 2 fois dans l'année, voire 3-4 fois, mais ça n'était jamais plus de 3, 4, 10 jours. Voilà. Donc on avait toujours des jeûnes relativement courts, on chassait effectivement le ventre vide et on a des processus adaptatifs très bien faits pour chasser le ventre vide tout en restant très efficace, sinon nous n'aurions pas survécu. Mais il ne faut pas croire que on était obligé d'avoir de longues périodes de jeûne à une époque où l'on chassait, où la chasse, l'alimentation animale était la seule source réelle de nourriture. Bien sûr, il y avait toujours des petites feuilles, des petits lichens, des choses comme ça, mais ce n'est pas ça qui nous apportait suffisamment de calories en période d'ère glaciaire. Donc si l'on se réfère aux dernières données scientifiques, et il y en a de plus en plus autour du jeûne, sur le plan de la santé métabolique, le jeûne apporte essentiellement des avantages, sous réserve bien sûr qu'il soit bien conduit, que l'on respecte effectivement des données individuelles, les contre-indications à sa pratique, il en existe un petit peu, et surtout que l'on adapte bien sûr sa durée, sa fréquence aux besoins et aux réserves de chacun d'entre nous. L'art de jeûner, c'est adapter la fréquence, la durée, mais aussi la forme du jeûne, sec, hydrique, en jus, en soupe, etc., en fonction du tempérament de la personne, c'est-à-dire de sa vitalité, de son métabolisme, de ses réserves de graisse, ses réserves minérales, etc. Donc en fonction toujours de la personne qui va jeûner. Je vais m'appuyer sur quelques extraits du reportage d'Arte que vous avez sans doute vu. Donc le premier daté de 2012, Le jeûne nouvelle thérapie. C'est toujours les travaux de Thierry de l'Estrade, une sorte de journaliste scientifique qui a écrit aussi un livre très intéressant et qui a provoqué une sorte d'engouement autour du jeûne en France. Ce film a surtout rassuré un public novice, mais curieux des médecines alternatives. Il a répondu en partie à de nombreuses interrogations, il a redonné sa crédibilité aux jeûnes et il a popularisé des travaux scientifiques, surtout autour d'un jeûne connu pour sa dangerosité. Mais les extraits que je vais vous montrer ici n'ont fait en fait que confirmer tout ce que l'on savait déjà depuis très longtemps autour du jeûne, surtout lorsque l'on a expérimenté. Alors moi, ça fait que 30 ans que je l'expérimente, mais les hygiénistes avaient déjà fait de nombreux travaux. Il y a des scientifiques au début du siècle qui avaient étudié des personnes en jeûne durant de longues phases, des 30 jours, des 40 jours de jeûne. Il y a plus de 100 ans déjà de ça, et bien sûr Hippocrate bien avant, et il y a des traces et des écrits de cela. Mais le fait d'en expliquer scientifiquement les principes physiologiques a été une petite révolution, à la fois pour moi, mais
surtout pour les médecins, surtout pour certains scientifiques et la communauté médicale en général, qui a été plus ou moins rassurée et qui s'est un petit peu ouverte au sujet. Bien sûr, aujourd'hui, en France, il est toujours très difficile de faire bouger certaines limites et il n'y a que très peu de médecins qui le conseillent ou qui incitent à sa pratique. Bien sûr, ils n'ont pas été éduqués, ils n'ont pas appris ça en fac de médecine et l'industrie pharmaco-médicale n'est pas très chaude pour vous inciter à le pratiquer puisque ça ne rapporte rien. Mais le jeûne, avant d'être un outil curatif de la médecine, est un procédé préventif. Mais si la médecine ne s'empare pas du jeûne, eh bien tant mieux, je dis. Tant mieux dans un sens parce que les personnes qui vont le pratiquer, qui vont vous encadrer, sont normalement des personnes qui sont formées à la fois par les connaissances scientifiques qu'ils ont acquises. Et moi, quand je propose du jeûne, eh bien, mon parcours, comme vous le verrez, c'est que j'avais déjà lu énormément de choses sur le fonctionnement du corps autour du jeûne, mais avec les théories scientifiques d'aujourd'hui, on va encore plus loin. Donc, il faut avoir à la fois une connaissance scientifique de la physiologie humaine et aussi une certaine expérience pratique de terrain. Vous ne pouvez pas jeûner si vous n'avez pas pratiqué. Et derrière ça, pour pratiquer le jeûne à l'époque, il fallait avoir une philosophie vitaliste. Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, pourquoi le vitalisme fait partie, on va dire, de l'approche philosophique la plus importante à avoir pour une pratique intelligente et cohérente du jeûne. Ce que ne vous disent pas tous les journalistes scientifiques ou médecins dans ces reportages ou extraits que vous allez voir ici, ou sur les plateaux des émissions, etc., c'est que pour comprendre vraiment la puissance du jeûne et les raisons profondes du fait que ça fonctionne, que ça va dans le sens d'une amélioration de votre santé, eh bien il faut s'appuyer, comprendre du moins le vitalisme, c'est-à-dire adhérer au fait qu'il existe en nous une force vitale auto-guérisseuse, c'est-à-dire un principe de vie qui se manifeste dans le sens toujours d'une amélioration des choses, une préservation de la vie, à condition bien sûr de se placer dans des conditions qui vont favoriser cela. Et le fait de ne pas manger est une condition qui va permettre au corps de déclencher des mécanismes qui vont vers une amélioration de votre santé. Les médecins russes que vous allez voir ici, qui sont des pionniers, ont appelé cela la sanogénèse. Même si ce n'est pas exactement le principe de force vitale décrit par Hippocrate, eh bien, il vous explique que cette sanogénèse, c'est la réaction du corps lorsqu'il est confronté à un stress particulier, donc ici la privation de nourriture, et qu'en l'absence de nourriture, le corps va mettre en place des réactions d'adaptation, qu'elles soient hormonales, cellulaires, immunitaires, etc., qui vont toutes dans le sens d'une amélioration des paramètres de santé, ou du moins qui vont apporter des compensations à un mode de vie antiphysiologique. Et je vous laisse cet extrait pour comprendre ce que veut dire vraiment sanogénèse dans le jeûne. Le jeûne provoque un état de stress, ce qui relance chez nous les mécanismes de sanogénèse, d'autorégulation, qui restent d'habitude passifs à cause de notre mode de vie. Le stress serait donc le point central. Le stress, c'est une réaction d'adaptation à un changement de l'environnement. Ici, la privation de nourriture. Confronté à cette privation de nourriture, l'organisme déclenche l'alerte, ce qui provoque un bouleversement hormonal et neuro-endocrinien. Des hormones mobilisent les réserves du corps. Certaines ont aussi un effet anti-inflammatoire. Pour les médecins russes, ce sont ces mécanismes d'autorégulation qui induisent les effets thérapeutiques. Ainsi, de nombreux paramètres sanguins s'améliorent. Glycémie, cholestérol, triglycérides, taux d'insuline. Parallèlement, la dépense d'énergie de l'organisme diminue peu à peu. Respiration, rythme cardiaque, pression artérielle, tout s'abaisse et se ralentit. Le système digestif est également mis au repos. Vous avez vu que la sanogénèse, c'est tout simplement une adaptation à un stress et tous les mécanismes qui en découlent et qui sont favorables à une amélioration de la santé. Mais au-delà de cet extrait, dans le jeûne, le mécanisme central, c'est l'autophagie. On en parlera, c'est-à-dire le recyclage des déchets cellulaires, j'en ai déjà parlé,
qui est l'un des témoins de cette force vitale autoguérisseuse. Mais pour accepter ce principe, les chercheurs ont dû changer complètement leur représentation. Quand vous êtes un médecin russe formé dans les années 50-60 et que vous voyez les effets miraculeux, entre guillemets miraculeux, du jeûne, eh bien, comme vous allez voir, vous devez vous mettre la tête à l'envers. Et voilà ce qu'explique le fils de Nikolaïev, un des plus grands pionniers du jeûne. Le fils de Nikolaïev se souvient de l'opposition de plus en plus forte du monde médical. Les médecins étaient opposés au jeûne car ils n'en comprenaient pas l'essence. Les gens ont l'habitude de penser que le fait d'avoir faim, c'est un malheur. Il faut mettre sa tête à l'envers pour accepter l'idée que le jeûne puisse soigner. Et c'est encore plus difficile pour un médecin que pour un homme ordinaire. Donc, dans ce film, Arte propose un reportage où vous allez avoir des sollicitations de scientifiques. Donc on a redonné, si vous voulez, à cette technique de santé millénaire, ces lettres de noblesse, pourtant acquises de très très longue date. Il faut savoir qu'en Allemagne, 2 millions de personnes font du jeûne chaque année. En Russie, c'est une institution. Aux États-Unis, les hygiénistes et le jeûne moderne existent depuis très longtemps. Bien sûr, aujourd'hui, il n'est plus pratiqué comme il l'était au début du siècle avec ce mouvement hygiéniste. Et il est reconnu aussi depuis des millénaires, en particulier par Hippocrate. Donc on est sur des racines de la médecine hygiéniste et vitaliste. Pour ma part, il y a une trentaine d'années, dans le cadre de mes études de naturopathie, je découvrais avec une véritable passion les travaux de ces hygiénistes. Ces naturopathes aussi du XXe siècle. Je découvrais, alors bien sûr il n'y avait pas YouTube, Instagram, rien. Les seuls outils qu'on avait pour découvrir le jeûne, c'était une transmission littéraire, donc par des livres. Donc moi j'ai eu un enseignement d'Alain Rousseau, mon professeur qui faisait partie de la formation Marchesso, le père de la naturopathie orthodoxe dans les pays où on parle français. Et je passais de très longues heures à m'abreuver des connaissances de cette époque qui étaient déjà remarquables, avec les travaux aussi sur les premiers pas du jeûne intermittent, les travaux de Dewey sur ce qu'on appelait le fasting, qui date déjà du début du XXe siècle. Au début d'ailleurs, ce fasting était utilisé comme une méthode de diagnostic. Une personne jeûnait une journée et à partir de ce jour de jeûne, on pouvait voir ses effets sur le corps, la langue qui devenait pâteuse, s'il était plus ou moins faible, etc. Et on en déduisait un état de santé, un niveau de santé particulier. Puis ensuite, c'est devenu une méthode de santé particulière, le jeûne intermittent, que vous connaissez tous aujourd'hui, popularisé il y a une vingtaine d'années. Et puis, dans les années 90, moi je commençais donc à sauter mes petits déjeuners, à pratiquer ce jeûne. Mais j'ai été surtout fasciné par les travaux de Shelton, qui communiquait aussi avec Mosseri en France, avec des fondateurs du jeûne moderne dans les années 1950-1970, et c'est en particulier les travaux autour de l'autophagie. On parlait à l'époque d'autolyse, c'est-à-dire auto-digérer, digérer ses propres tissus, pour comprendre que pendant le jeûne, nous sommes nourris. Mais nous ne sommes pas nourris de n'importe quel tissu. Nous sommes nourris des tissus les moins intéressants, les plus problématiques pour l'organisme, c'est-à-dire des protéines qui sont dégradées, qui sont déstructurées, dont nous n'avons plus besoin et qui sont des obstacles au maintien de notre santé. Et donc on déstructure, on recycle ces anciennes protéines pour en faire des nouvelles. Et c'était ça qui était génial, et c'était ça qui permettait de comprendre qu'en nous, il existe des processus d'adaptation et de survie fabuleux, qui vont toujours dans le sens du maintien de la vie. On ne déstructure pas des tissus nobles. Notre cerveau, notre cœur restent complètement intacts. On ne prend que les déchets pour en faire de nouvelles structures. Et c'est ça qui m'a permis d'adhérer vraiment à cette philosophie vitaliste et avoir foi dans mon corps, foi dans mes capacités d'adaptation. Et ce sont des milliers de cas étudiés, observés, des témoignages dans ces livres qui sont extraordinaires et qui vous donnent envie d'aller plus loin dans la pratique du jeûne. Alors au début, bien sûr, il y avait
toutes sortes de jeûnes, hein, des jeûnes d'exhibition. On prenait des personnes, on les mettait dans des cages, dans des théâtres, et on les observait. C'était vraiment des bêtes de foire. Bien sûr, on contrôlait qu'aucune nourriture ne passait. Les lettres qui étaient envoyées à ces personnes, pour pas qu'elles s'ennuient, pour les encourager à continuer, étaient ouvertes avant pour voir s'il n'y avait pas des miettes de pain à l'intérieur. Et ces personnes jeûnaient plus de 30, 40 jours. Et certains scientifiques observaient, questionnaient, prenaient des paramètres de santé. Donc c'est comme ça que progressivement la science, la médecine, à l'époque, a progressé autour du jeûne. Bien sûr, les scientifiques s'y sont intéressés davantage, surtout les scientifiques qui avaient une vision hygiéniste de la santé. Et à côté de ça, il y a eu un courant de la médecine allopathique qui a eu beaucoup de mal avec le jeûne, même s'il y avait des résultats et des guérisons spectaculaires. Nous sommes vraiment à une époque où la conquête du corps, sa compréhension, c'était comme la conquête des Amériques il y a plus de 300 ans. On s'aventurait en territoire complètement inconnu. Il faut imaginer que les médecins dans les années 1880, etc., comme Tanner, avaient fait des paris fous de dire, voilà, je vais jeûner 30 jours, un pari avec des médecins, d'autres personnes importantes de l'époque, et ils disent, voilà, moi je sais qu'on peut jeûner 30 jours. Alors que lui, dans ses études de médecin à l'époque, on lui avait appris qu'on pouvait survivre qu'à 10 jours de jeûne sans manger. Au-delà de 10 jours, c'était la mort assurée. Donc, durant mes études, moi, de naturopathe, à l'Institut Marchesso, dans les années 90, je baignais dans ces témoignages, dans ces récits-là, et je m'enrichissais de toutes ces connaissances-là, et je comprenais progressivement les effets physiologiques du jeûne. Mais comprenez que tout ce que vous savez, vous, aujourd'hui, sont le résultat de centaines d'années de recherche, 200 ans à peu près de recherche moderne sur le jeûne, sans compter les écrits du passé. Alors, tous les effets du jeûne décrits dans ces témoignages m'ont donné envie d'explorer vraiment cet outil de santé qui, je pense, aujourd'hui est pour moi un outil incontournable. Et à l'époque, j'étais stupéfait vraiment des capacités d'auto-guérison qu'avait notre corps. Vous trouvez dans ces descriptions, dans ces témoignages, des descriptions de kystes, de tumeurs qui s'auto-lysaient, qui se déstructuraient, qui se réduisaient à l'état de rien du tout. C'est pour ça qu'on a appelé le jeûne une opération sans scalpel. Une patiente m'a raconté qu'elle avait jeûné pendant 25 jours pour autolyser un fibrome dans son utérus, mais que le fibrome, à la suite du jeûne qui avait complètement disparu, était revenu. Elle avait jeûné une deuxième fois. Donc ce qui vous explique aussi que le jeûne, même si il va vous permettre d'éliminer des tissus inutiles, à un moment donné, cet tissu, s'il est reconstruit par le corps, c'est qu'il n'est pas complètement inutile et que le jeûne ne fait pas tout. Bien sûr, il a son utilité, comme vous allez voir, pour de nombreuses pathologies, et en particulier les pathologies chroniques liées à des états inflammatoires. Les polyarthrites, les fibromyalgies sont largement améliorées, les gens diminuent leurs médicaments avec le jeûne. On améliore plein de paramètres métaboliques, poids, graisse, tension, profil lipidique, les problématiques de glycémie, de diabète, etc., etc. Plus surprenant étaient les témoignages d'amélioration de l'état mental. Les jeûnes assez longs, et notre professeur Alain Rousseau, je me souviens toujours, il disait toujours « le corps se nettoie avant le mental ». Il fallait d'abord nettoyer les cellules de l'organisme, et le mental, il fallait 15 jours, 3 semaines pour que nos neurones, qui baignaient dans un liquide, on appelait ça les humeurs à l'époque, le liquide général du corps, liquide extracellulaire, intracellulaire, etc., tous ces liquides, une fois nettoyés, en particulier des vieilles structures, pouvaient refonctionner normalement. En réalité, c'était un peu simpliste, même si ce nettoyage existe, car en réalité, ce qui fait refonctionner le cerveau, apparemment, ce sont plutôt les corps cétoniques, une nouvelle source d'énergie qui va remplacer les glucides et lutter contre la résistance à l'insuline au niveau des neurones. Vous aviez des effets aussi décrits très spectaculaires sur la mobilité, la souplesse, la clarté de la peau, des gens qui sortaient de dépression ou d'états mentaux très avancés comme des schizophrénies. Ce sont les travaux de Nikolaïev qui ont été décrits et qu'on voit d'ailleurs dans le film d'Arte, qui sont vraiment très très spectaculaires. Donc, on découvrait les effets spectaculaires d'une technique qui n'utilisait rien de particulier, si ce n'est les capacités d'auto-guérison du corps en le mettant dans un état très particulier. Les méthodes à cette époque
proposait juste simplement du jeûne à l'eau. Il n'y avait pas de méthode de jeûne sec et il n'y avait pas aussi de jeûne au jus ou dilué avec des soupes, etc. Ce n'est qu'après qu'on a réintroduit ces soupes, etc. pour faire face à la phase de transition et faciliter, on va dire, le passage des 2, 3, 4, 5 premiers jours. Aujourd'hui, vous avez d'ailleurs de nombreuses formules qui proposent des jeûnes de très très différents. Donc là, je vous ai raconté un petit peu l'évolution du jeûne au XXe siècle. Et puis, au début des années 2000, il y a eu l'engouement autour des travaux, on va dire des vidéos de Thierry Casasnovas. Dans les années 2010, vous savez que Casanovas est une personne qui était fan du jeûne, de cure de jus, de diète hypocalorique. Alors c'est pas comme ça qu'il faut les donner, mais c'est vraiment du jeûne dont il est fan. Les gens remercient d'avoir popularisé cette technique de santé. Il s'appuyait même à la fin sur des données scientifiques et il continue bien sûr de le faire. Mais je pense que son erreur a été de dire que grâce au jeûne, vous allez vous guérir du cancer. En prenant des jus de légumes, le jus de légumes guérit du cancer, la chlorophylle, etc., etc. Bien sûr que les choses sont beaucoup plus subtiles que ça et il n'en fallait pas plus à des structures comme la Milidu, ou industrielles, etc., on va dire à Big Pharma, de s'emparer de ces dires-là, de vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire, et de discréditer Thierry Casasnovas et de l'interdire de pratiquer, du moins de réfréner ce qu'il disait, et de passer pour un gourou d'une secte, etc., comme on fait d'habitude pour toutes les personnes, c'est pas le seul, qui commencent à avoir une audience très très importante et à populariser une méthode qui peut avoir des effets santé, mais qui ne rapporterait rien et qui entrera en concurrence avec la médecine allopathique. Mais attention, on ne peut pas dire aujourd'hui que le jeûne peut vous guérir du cancer. Si ça a été salvateur pour de nombreuses personnes, si ça a été le cas pour certaines personnes, vous savez très bien que ma position montre que l'on ne guérit pas avec une seule technique et qu'il est nécessaire d'aller travailler en amont sur d'autres causes que simplement la cause du nettoyage, on pourrait dire, de l'encrassement organique. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est plus compliqué qu'il n'imagine, mais en tout cas, c'est quand même catastrophique que dans notre société, on ne laisse pas jeûner des personnes qui pensent que ça va les aider, sachant que ça n'est pas dangereux si c'est fait dans un cadre respectable. Je décrirai ce cadre-là un petit peu au fil de l'avancée de cette série. Par rapport au cancer, des essais cliniques qui proposent du jeûne pour faire face, alors du jeûne, attention, associé à de la chimiothérapie, à des traitements pour faciliter la guérison, c'est-à-dire améliorer l'état de guérison. Alors pas pour faciliter l'action de la chimiothérapie, c'est ce qui s'y était fait il y a déjà une vingtaine d'années, mais aujourd'hui, on sait que le jeûne peut améliorer les chances de guérison et c'est ce qui est expliqué dans ce petit extrait que je vous passe maintenant. Chef de service dans l'un des plus grands centres anti-cancer italiens, le professeur Vernieri est l'un des nombreux chercheurs qui collaborent avec Walter Longo. Le cancérologue a proposé à une centaine de patients, dont 75% à un stade avancé, avec métastase, de suivre plusieurs cures de diète imitant le jeûne, en combinaison avec les traitements anti-cancer classiques. On a démontré avec ce premier essai clinique que ce protocole de 5 jours de diète imitant le jeûne est sans danger et réalisable chez les patients atteints de cancer. La grande majorité des patients ne perdent pas de poids au cours des cycles de cette diète. C'est très important car la cachexie, la malnutrition et la perte musculaire peuvent être des problèmes majeurs chez certains patients. Ce n'est donc pas le cas à condition que les patients soient suivis sérieusement par des médecins et des nutritionnistes. Chez certains patients atteints de cancers très agressifs et mortels, comme un adénocarcinome du pancréas avancé, un cancer du poumon à petites cellules avancé ou un cancer du sein AAA négatif avancé, on a observé des rémissions complètes et durables. Et c'est rare, et même très très rare, d'observer de telles rémissions complètes et durables. Certains de ces patients pourraient être définitivement guéris. Aussi extraordinaires soient les résultats de cette étude,
Ils doivent à présent être confirmés par de larges essais cliniques. Il y a sans doute plus de 20 essais cliniques en cours sur le cancer, avec le jeûne ou la diète imitant le jeûne, impliquant des centaines de patients, atteints de différents types de cancers. J'encourage donc les cancérologues à commencer à lire les études. Et après avoir lu toute la littérature scientifique, à eux de décider. Vous avez vu que dans cet extrait sur cancer et jeûne, faire des essais cliniques comme ça sur des personnes jeûnées associées à allopathie et médecine alternative ou technique par le jeûne, c'est quelque chose qui serait vraiment à développer, c'est quelque chose qui bien sûr existe dans un monde idéal où les chercheurs seraient subventionnés par des laboratoires pour mener des études importantes. Là, nous n'avons que 20 petites études cliniques dans le monde, ce qui est déjà une révolution, quelque chose d'énorme. Et ensuite, la logique voudrait que l'on forme des médecins à la pratique du jeûne associés au traitement en phase cancer, mais ça veut dire que ces médecins aient déjà pratiqué le jeûne sur eux, que ça fasse partie de leurs études et qu'ils soient à l'écoute de tous les travaux scientifiques autour du jeûne, de témoignages, etc. Donc, on est là dans un monde où l'institution médicale s'intéresserait davantage à la santé des gens plutôt qu'à faire du profit. Ça serait un petit peu le monde des bisounours. Moi, j'y crois. Un jour, ça risque d'arriver, mais ça va mettre encore un petit peu de temps. Surtout en France. Mais avant de chercher le plan curatif, d'utiliser le jeûne pour guérir, le jeûne doit faire partie d'un mode de vie naturel. Jeûner de façon intermittente, jeûner occasionnellement, c'est-à-dire reproduire nos rythmes ancestraux, fait partie d'un mode de vie normal. Je n'ai pas attendu l'engouement des années 2010 autour du jeûne, ni le fait d'avoir une maladie particulière pour l'expérimenter. Et je pense justement que l'on ne devrait pas attendre la maladie pour améliorer nos paramètres métaboliques. Bien sûr qu'à une époque, il fallait de la foi pour se lancer dans le jeûne, mais aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. On sait comment ça fonctionne, on sait que ça n'est pas dangereux et on sait que ça n'a que des grands avantages. Alors, j'ai expérimenté le jeûne il y a une trentaine d'années, tout seul. Je me suis lancé dans un jeûne de 9 jours. Alors, je ne savais pas combien de temps j'allais jeûner. Je voulais faire un jeûne relativement long. Sans préparation, un jour ça m'a pris, j'avais lu beaucoup de livres et puis un jour à la fin d'un repas familial, j'en avais marre d'avoir trop mangé, j'ai dit je jeûne, j'avais pas faim et au bout d'une journée de jeûne, j'avais même pas faim. Et donc je me suis dit c'est facile le jeûne. Mais au bout de 2-3 jours, je suis rentré dans la phase de transition qu'on appelle aussi phase d'acidose, acidocétose, enfin ce que vous voulez. C'est pas exactement ça, c'est une phase de transition où on passe d'une énergie glucidique à une énergie où les cétones vont devenir dominants. Et dans cette phase-là, comme j'avais une alimentation plutôt de nature glucidique, à l'époque, j'étais plutôt orientation végétarienne, je mangeais des céréales, je mangeais des légumes, des pommes de terre aussi, des féculents, des tubercules. Donc cette phase de transition a été pénible. Et pendant plus d'une semaine, je me traînais. J'avais cette phase où j'avais plus d'énergie, où mes cellules n'étaient pas adaptées au corps cétonique. Et donc je travaillais en même temps, parce que je pensais qu'on avait un regain de vitalité, moi, quand on jeûnait. Eh bien, pas du tout. Dans cette phase-là, pendant la phase de transition, eh bien, vous n'êtes pas en grande forme et il faut l'accepter. Alors, bien sûr, aujourd'hui, pour faciliter cette phase-là, on a énormément de choses. Déjà, une préparation qui est beaucoup mieux adaptée, une préparation qui est orientée vers la création déjà de corps cétoniques, donc une transition lente, douce, qui va permettre de rentrer dans un jeûne de façon très efficace. Et puis, les apports de minéraux, les apports de sel qui vont permettre vraiment de garder une énergie constante pendant toute cette phase d'adaptation. Aujourd'hui, je propose tout ça et j'ai eu envie de partager tout ça malgré le fait que ça a été 9 jours relativement difficiles, puisque je travaille en même temps, je ne pouvais pas me reposer comme je voulais. Mais aujourd'hui, je sais rendre ce jeûne agréable et c'est justement ce qui m'a donné envie d'aller plus loin, c'est d'en savoir plus pour rendre le jeûne de plus en plus facile et agréable. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de le partager. Je fais toujours des stages, enfin au moins un stage chaque année, durant lequel j'accueille une vingtaine de personnes et autour duquel voilà, on partage un bon moment, un moment agréable, un moment fait d'activité, d'enrichissement, d'échange, c'est vraiment génial. Mais il faut pouvoir toujours être actif pour ne pas s'ennuyer pendant un jeûne. Et c'est pour ça que j'ai essayé de rendre ce jeûne beaucoup plus facile à faire avec plein d'activités.
tout en s'enrichissant et se nourrissant de nourriture intellectuelle, de tout ce que l'on n'a pas dans l'assiette. Voilà, j'espère que cette première partie vous aura donné envie d'en savoir plus, d'en explorer plus. On va y revenir, hein. Je vais vous expliquer pas mal de petites choses sur mon vécu aussi autour du jeûne et des travaux et de tout ce que les reportages et la science a apporté récemment autour du jeûne. Si vous êtes intéressé par le jeûne, lancez-vous, n'ayez pas peur. Si vous préférez le faire en groupe, vous savez que chaque année au mois de juillet, je propose un stage. Je vous laisse les références en dessous. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'en savoir plus. Vous savez que j'ai de nombreuses formations à disposition si vous souhaitez aller plus loin dans les connaissances autour de la naturopathie, de nombreux sujets. Vous n'êtes pas obligé de faire une formation complète. Certains cours sont disponibles indépendamment les uns des autres et vous pouvez vous former dans les thèmes que vous voulez. Allez sur alsacenaturo.com et vous y trouverez votre bonheur. Merci d'être toujours aussi nombreux, présents. Encouragez-moi, likez, faites marcher les algorithmes et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du jeûne.